On se retrouve dans cette vidéo de révision donc sur l'histoire de la Terre et de son organisation. On va parler donc des grandes étapes de l'histoire de la Terre, mais aussi donc des crises biologiques. Si on réalise une frise de l'histoire de la Terre, elle commencerait il y a moins 4,54 milliards d'années par sa formation. Par la suite, on aurait l'apparition de la vie il y a moins 3,77 milliards d'années. Ce sont les plus anciennes formes de vie que l'on a retrouvées, mais bien sûr cette date se modifie au fur et à mesure des découvertes. Par la suite, il y a moins 2,4 milliards d'années, on a l'apparition du dioxygène dans l'atmosphère. Ce dioxygène apparaît grâce à ces formes de vie, qui vont donc produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse, et cet oxygène va se retrouver donc dans l'atmosphère. On va effectuer un zoom sur les dernières parties, donc juste après le précambrien, puisque là on est à l'échelle du milliard d'années, on va passer à l'échelle du million d'années. Après le précambrien, on va retrouver donc le paléozoïque. On va avoir différentes étapes, notamment la première, il y a moins 540 millions d'années, c'est l'apparition des trilobites, avec, il y a moins 520 millions d'années, l'apparition des algues, ce qui forme, on va dire, la première faune et la première flore reconnue, qui s'appelle la faune de Burgess, et qui est donc caractéristique du début du paléozoïque. Ensuite, on va avoir l'apparition des premiers vertébrés, il y a moins 500 millions d'années, notamment avec son premier représentant qui s'appelle donc le Pikaia. Par la suite, l'apparition des fougères, il y a moins 375 millions d'années. Ce sont donc les premiers végétaux terrestres. Alors les premiers végétaux terrestres ne sont pas apparus il y a moins 375 millions d'années, ils sont apparus un peu avant, mais ce sont les végétaux les plus reconnaissables, les fougères, dont on arrive à retrouver le plus de fossiles. Par la suite, on va avoir aussi l'émergence des premiers vertébrés terrestres, notamment avec l'Ichthyostega, c'est-à-dire que les animaux commencent à coloniser le milieu terrestre. Par la suite, on va avoir la formation d'un supercontinent qui s'appelle donc la Pangée. Tous les continents vont en former qu'un seul, suite à la tectonique des plaques. Et cette formation de la Pangée va avoir des conséquences, notamment sur la circulation des courants marins, mais aussi sur l'oxygénation des océans et sur leur acidification, ce qui va entraîner la disparition à moins de 150 millions d'années des trilobites. C'est une des grandes crises biologiques, une des grandes crises majeures de la disparition des espèces sur Terre. On a vu la disparition à peu près de 90% de la population des êtres vivants durant cette période-là. On va avoir par la suite l'apparition des dinosaures et des mammifères il y a moins de 145 millions d'années. Bah oui, puisque la disparition des trilobites a permis de libérer un petit peu des niches écologiques, ce qui a permis donc l'apparition de nouvelles espèces et leur développement. Puis par la suite, on va avoir donc fracturation de la Pangée à moins de 110 millions d'années. Puis cette fracturation va conduire donc au continent actuel et à leur conformation actuelle. Moins 65 millions d'années, nouvelle crise biologique avec la disparition des dinosaures, et on peut aussi remarquer en même temps l'impact d'un astéroïde il y a moins 66 millions d'années. Alors c'est certainement une des causes de la disparition des dinosaures, c'est certainement pas la seule, puisqu'on a certainement aussi un volcanisme important durant cette période. Il y a moins 7 millions d'années, premier représentant de l'année humaine, Toumaï. Puis il y a moins 300 000 ans, l'apparition donc de Homo sapiens, le premier représentant de notre espèce. Donc depuis sa formation, la Terre a connu donc différentes périodes. Alors comment ces périodes sont-elles découpées? Elles sont découpées en fait par rapport aux différentes crises biologiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise biologique, on considère qu'on passe à une nouvelle période. C'est notamment ce qui s'est passé donc avec la disparition des dinosaures, puisque la disparition des dinosaures marque en fait la séparation entre ce qu'on appelle le Crétacé et le Tertiaire. Cette crise biologique, donc, elle est un petit peu particulière. C'est donc certainement l'impact d'un astéroïde et le volcanisme important dans différentes zones du monde qui a conduit donc à une production de gaz et de cendres qui occupait donc la majeure partie de l'atmosphère, ce qui va avoir donc des conséquences sur l'obscurité et la diminution de la température, vu qu'il y a des températures très très froides et une obscurité assez importante, on va avoir donc l'arrêt de la photosynthèse et la disparition d'une grande partie des végétaux. Puisqu'il n'y a plus de végétaux, les phytophages vont finir par disparaître puisqu'ils consomment en premier ces végétaux.
Si les phytophages disparaissent, les grands prédateurs, les zoophages, vont eux aussi disparaître. Et donc c'est là la cause de la disparition des dinosaures. Alors les crises biologiques, il y en a eu plusieurs. À chaque fois, elles sont liées justement au phénomène qu'on a pu observer tout à l'heure. Ça peut être soit une fluctuation du niveau marin, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution du niveau marin. On le voit aussi avec la limite Crétacé-Tertiaire ici. Alors, on voit que c'est pas lié qu'à la fluctuation du niveau marin, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi un volcanisme assez important et un impact de météorites. Mais c'est vrai que pour les autres crises, on observe exactement le même phénomène, des variations du niveau marin et quelques événements volcaniques. Donc si on devait donner une définition du mot crise, on dirait que c'est une période durant laquelle un nombre important d'espèces terrestres et aquatiques disparaissent, et c'est le moment où on va passer donc à une autre période géologique. Maintenant que nous avons parlé des crises, on va essayer de comprendre et de représenter la classification des espèces. C'est la deuxième partie du chapitre. On va parler donc de tableaux de caractères, de classification et d'arbres de parenté. Pour représenter les parentés entre les espèces, on peut faire différentes choses. D'abord, faire un tableau de caractères en observant les différents êtres vivants. On va dire si un être vivant possède ou non un caractère, ce qui va permettre donc de réaliser des familles. Ces familles, on va les représenter selon ce qu'on appelle une classification emboîtée. Et on peut utiliser cette classification emboîtée et ce tableau de caractères pour faire une représentation des parentés par un arbre. Commençons d'abord par le tableau de caractères. Pour remplir un tableau de caractères, on met généralement si le caractère est présent ou absent. On a ici choisi le caractère cellule, et on voit que le caractère cellule est présent chez l'ensemble des êtres vivants, puisque c'est la caractéristique principale de tous les êtres vivants d'être composés de cellules. Ensuite, pour compléter le reste du tableau, il suffit donc d'observer les espèces et de marquer à chaque fois si le caractère est présent ou absent chez l'espèce en question. On complète ainsi totalement notre tableau et on peut voir qu'on peut déjà réaliser quelques familles en observant uniquement la présence ou l'absence de caractères. Par exemple, on va pouvoir rassembler le chien, la mésange et le poisson rouge, puisqu'ils ont chacun un squelette interne. Par contre, on va pouvoir faire une autre famille, notamment avec le papillon et la coccinelle, qui eux ont un squelette externe. Faire ce travail-là en sachant quels sont les caractères présents ou absents permet donc de créer des familles. On ne crée des familles que grâce à des caractères qui sont présents. On ne fait plus de familles par des caractères absents, comme on le faisait dans l'ancienne classification, notamment quand on parlait des invertébrés. Maintenant, on ne peut plus en parler puisque les invertébrés, c'était toutes les espèces qui n'avaient pas de vertèbres. Maintenant, on a modifié cette classification-là en faisant des groupes que par des caractères partagés. Pour réaliser la classification emboîtée, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va regarder l'ensemble des caractères présents. La première boîte qu'on va réaliser, c'est la boîte cellule, puisque c'est le caractère qui est partagé par l'ensemble des êtres vivants qu'on a choisi. Ensuite, on va réaliser deux autres groupes, un groupe squelette interne et un groupe squelette externe, puisque ce sont les caractères les plus partagés après le caractère cellule. Par la suite, on voit que les êtres vivants présents dans squelette externe sont papillon et coccinelle, puisque c'est les deux seuls à posséder ce caractère. Puis dans squelette interne, on peut faire de nouveau une nouvelle famille avec 4 membres et nageoire, puisque ce sont des caractères qui sont partagés par des espèces qui sont présents dans le groupe squelette interne. Puis par la suite, on va pouvoir mettre donc le poisson rouge dans le groupe nageoire, et on va pouvoir faire deux autres groupes dans 4 membres. Un groupe plume, qui s'appelle donc où on va retrouver donc la mésange, et un groupe poil, où on va retrouver le chien. Cette représentation permet de simplifier un petit peu la compréhension du tableau, puisque si on choisit par exemple le chien, on voit que le chien est dans la boîte poil, mais qu'il est aussi dans la boîte
4 membres, dans la boîte squelette interne et dans la boîte cellule, ce qui veut dire qu'il a l'ensemble de ces caractères. Cette classification, elle ne permet que de faire des groupes et de comprendre un petit peu quelles sont les espèces les plus proches les unes des autres. Mais il n'y a pas une notion d'évolution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir quelle a été l'évolution qui a permis donc l'apparition de ces caractères et aussi l'apparition de ces espèces. La seule représentation qui permet de comprendre ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre de parenté. Pour représenter donc les parentés sous forme d'un arbre, on va regarder donc quels sont les caractères qui apparaissent en premier. Ici, on a le caractère donc cellule, c'est celui qui est partagé par l'ensemble de ces espèces. Par la suite, on peut faire une deuxième apparition avec l'innovation donc squelette externe et une autre innovation avec squelette interne, mais sur deux branches différentes, puisque les espèces qui ont un squelette interne n'ont pas de squelette externe et inversement. On sait que pour squelette externe, on a deux espèces, papillon et coccinelle. Dans la partie squelette interne, on a des êtres vivants qui ont des nageoires, ça va être le cas du poisson rouge. Et on a des êtres vivants qui ont 4 membres. Parmi ces êtres vivants qui ont 4 membres, on en a qui ont des poils, c'est le cas du chien, et on en a qui ont des plumes, c'est le cas de la mésange. Donc, une fois qu'on a terminé ce travail, notre arbre est terminé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nœuds des branches correspondent aux ancêtres communs. Alors, ce qui est important de comprendre ce qu'est un ancêtre commun, c'est pas une espèce réelle, c'est une espèce hypothétique. En fait, ça permet juste de comprendre comment ont évolué les espèces, et notamment essayer de comprendre quelles sont les parentés. Si je prends cet ancêtre commun-là, c'est l'ancêtre commun, en fait, à toutes ces espèces, à la mésange, au chien, au poisson rouge, au papillon et à la coccinelle, tout simplement parce que cet ancêtre commun, il possédait donc le caractère cellule, et c'est de lui dont découle l'ensemble de ces espèces. Mais, entre-temps, certains caractères sont apparus. C'est le cas notamment donc, du squelette externe, qui est apparu donc certainement par une mutation, par différentes mutations. On a l'apparition de ce squelette externe, ce qui veut dire qu'on a certainement un autre ancêtre commun qui a donné donc le papillon et la coccinelle. Ce sont deux espèces différentes, mais elles partagent ensemble les mêmes caractères. Comment savoir de quoi était composé donc un ancêtre commun? Il suffit en fait de regarder toutes les innovations qui sont apparues avant lui, et du coup on va pouvoir dresser un petit peu un portrait robot de l'ancêtre commun. Là par exemple, l'ancêtre commun de la mésange et du chien, si on fait le tracé de tout ce qui est apparu, on peut voir qu'il avait donc des cellules, un squelette interne et 4 membres, mais ni plumes ni poils, puisque ce sont des caractères qui sont apparus après son apparition à lui. Donc ça permet à la fois de représenter les parentés, mais aussi donc le processus d'évolution conduisant aux espèces actuelles. Alors l'arbre du vivant, il est en fait un petit peu plus compliqué que celui qu'on a pu créer, mais il est en constante évolution puisqu'on découvre à la fois de nouvelles espèces, mais on arrive aussi à comprendre un petit peu quelles sont les parentés les plus proches entre les espèces, notamment grâce à l'étude de l'ADN, puisqu'on arrive à comprendre, en analysant l'ADN, quelles sont les différences entre les espèces, et aussi à quel point elles sont différentes. C'est-à-dire on va calculer un pourcentage de différence entre les espèces, et on obtient donc ce grand arbre de parenté. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que ici, la majorité des espèces présentes dans l'arbre de parenté, ce sont des bactéries. C'est toutes ces espèces-là. Nous, on occupe finalement, les animaux, qu'une toute petite partie de la biodiversité. Voilà pour cette vidéo de révision, j'espère qu'elle vous aidera. Bonne chance pour le futur devoir. À bientôt.